Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Abi, bonjour. Oui, bonjour confrère, bonjour auditrices et auditeurs de Taïs FM et à ta rédaction. Et bonjour aux sœurs et frères musulmans. On fait déjà aujourd'hui une semaine. Vous comptez. Ça reste combien de semaines maintenant? Ça fait aujourd'hui une semaine. Demain, ça fera le 8e jour parce qu'on a commencé le samedi passé. Oui, ça fera. Il reste combien de semaines? 3 ou 4? C'est 29-30 jours. Donc, d'accord. Que Dieu accepte notre jeûne qui nous agrée. Parfait. Ouais. Bonjour à Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce vendredi et bonjour à tous nos frères musulmans en plein carême. Et on les soutient un petit peu. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric, bonjour à tous les amis, bonjour aux auditeurs, bonjour aux amis de la CET. Un vœu précieux, c'est qui nous laisse aller à la fin de l'émission aujourd'hui. Oh là là, vous commencez fort ça. J'espère que Tchanyaro ne rentrera pas dans la danse. Bonjour Tchanyaro, merci de nous avoir rejoints. Non, bonjour. Je salue les Togolaises et les Togolais qui nous écoutent en ce moment, y compris même des étrangers qui vivent sur notre territoire. Oui. Et je souhaite une bonne Juma à tous les musulmans et bonne continuation du carême. Abi Alpha l'a dit, nous sommes en train pratiquement de boucler une semaine. C'est un moment dur pour les musulmans et de bénédiction également pour eux et pour tout le monde entier. Et donc que le carême se déroule normalement et que tout continue dans la quiétude comme nous l'avons maintenant. Par rapport à la société, c'était moi qui parlais la dernière fois et juste après, on nous a coupé. Et je n'ose pas dire que c'est la société qui l'a fait, mais ça donnait l'impression que c'était eux, puisque nous parlions justement de cette société et nous avons beaucoup de choses sur la société. On ne va pas revenir, c'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Le temps viendra quand même que nous revenons sur ces histoires qui se font compter d'eux-mêmes partout et se font vivre au sein de la boîte. Alors juste 5 petites minutes pour le dossier sport, le football qui a tellement intéressé les Togolais ces derniers jours. Vous en avez parlé Fabrice dans votre journal mercredi dernier. Bikenti 11, Maranatha 0. Le match est loin d'être terminé puisque la fédération a suspendu, non seulement suspendu les deux clubs, une suspension provisoire, mais a ouvert une enquête à ce propos. Oui, bien évidemment, je crois que c'est le match qui a retenu toutes les attentions dimanche dernier lors de la dernière journée du championnat. Avec ce score fleuve, il y a eu tout de suite un climat de suspicion par rapport à ce score-là, vu l'équipe qui l'emportait sur l'autre. Et donc, on a tout compris tout de suite que c'était la dernière journée, il fallait tout faire pour se maintenir dans le haut du tableau. Et je crois que Bikenti a réussi à le faire, en tout cas sur le terrain, avec les 11 buts. Et malheureusement, le score suscite beaucoup de polémiques et la FTF veut voir clair dans ça, ce qui nous fait dire que c'est loin d'être terminé pour Bikenti qui croyait avoir mis à l'abri toute son équipe avec ce score-là, puisque si on fait des enquêtes et si jamais il s'avérait qu'il y a eu un match arrangé ou une corruption quelque part, ça risque d'être beaucoup plus salé, ça ne sera pas la simple relégation qu'on voulait éviter, mais ça risque d'être beaucoup plus que ça. Mais pour l'instant, c'est une enquête qui est ouverte, on attend de voir. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à ce dossier personnellement, c'est vrai que la FTF aussi s'est mélangé un peu les pinceaux par rapport au communiqué qu'il a sorti. On a l'impression comme si la sanction est tombée alors qu'en réalité, on aurait pu laisser le temps à l'enquête de prospérer. Parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre, le score 11-0, c'est suspect, mais ce n'est pas encore une preuve de corruption. Il y a une suspicion, maintenant il faut aller chercher. C'est comme un sac, maintenant il faut des faits pour que le sac tienne debout. Et je crois que c'est ce que la FTF ou la commission d'éthique doit s'évertuer à faire. Mais il faut se limiter seulement au score de 1-0 pour conclure qu'il y a eu... Ça sent la corruption, mais il faut des éléments de preuve supplémentaires pour étayer cela. C'est comme, pour finir, je donne cet exemple. C'est comme vous êtes dans un même quartier avec quelqu'un qui a du mal à assurer son quotidien et puis du coup vous le retrouvez un matin avec une grosse caisse et puis avec des dépenses folles. On peut se poser la question, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Mais le fait qu'il dépense beaucoup jusqu'alors ne veut pas dire qu'il a volé maintenant. Mais on se dit,
il n'a pas quand même la capacité de s'offrir ce qu'il s'offre là. Ça peut amener maintenant à chercher à savoir où est-ce qu'il a pris l'argent. Donc maintenant, il faut chercher à savoir comment Bikenti a réussi à battre Maranatha par 11 buts à 0. Mais s'il faut se limiter seulement à 11 buts à 0 pour dire qu'il y a corruption, je ne partage pas tellement cet avis. Parfait. Il faut des preuves supplémentaires. Ferdinand, vous avez été aussi surpris, comme beaucoup de Togolais, de l'issue de ce match entre Bikenti et Maranatha Football Club de Firpo. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que la fédération est allée trop vite en besogne en suspendant les deux clubs en attendant que les enquêtes nous donnent les résultats concluants? Sincèrement, je ne sais pas trop parce que je ne maîtrise pas les règles qui régissent ces cas-là. C'est qu'il y a une commission de discipline qu'on vient de doiter, mais la fédération s'est basée sur un article dans son communiqué. L'article 65, alinéa 4 de l'article. Moi, je n'en sais pas trop, mais ce que je peux dire, c'est que ces genres de choses n'honorent pas notre pays. Il n'y a pas longtemps, on a été cité dans des matchs truqués au Bahreïn, ça a défrayé la chronique. Oui. Des anciens ministres se sont retrouvés en prison, des entraîneurs. Et puis après, 3 ou 4 ans après, il y a un entraîneur qui a été suspendu à vie par la commission de la FIFA. Et cette histoire Bikenti Maranatha, on a vu ce que ça a eu comme écho sur les médias à l'extérieur, RFI, tous les réseaux sociaux, tout le monde en parle. On parle plus de Bikenti de Barça, vous voyez, et donc les gens sont allés jusqu'à faire ces genres de choses-là. Je crois qu'il faut quand même faire les enquêtes. S'il y a véritablement corruption, il faut sévir parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas donner cette image-là au monde entier. Ce matin, avant d'arriver au studio, j'ai lu un peu Rémi Ngono. Je n'ai pas l'habitude de partager ses points de vue, mais pour la première fois, je suis un peu d'accord avec lui. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment donné siffler la fin du désordre. Le colonel Akbovi a intégré la commission de discipline de la FIFA. Et donc, c'est pas en ce moment qu'il faut avoir la main moins lourde par rapport à ce genre de comportement. Maintenant, Fabrice l'a dit, il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Et une équipe qui, en 12 matchs, n'a marqué que 9 buts et qui marque en un seul match 11 buts, contre le 3e du championnat. Et cette équipe avait besoin de 11 buts. C'est 11 buts pour se maintenir. Il y a quand même quelques questions à se poser. Maintenant, on voit les débats qui sont passionnés, les camps, les gens qui s'affrontent. Moi, je dis une chose, c'est pas parce que on soupçonne que d'autres sont des voleurs que celui qu'on a pris n'est pas le voleur. N'est voleur que celui qu'on prend. Parce que les gens disent oui, tous les matchs de la dernière journée sont truqués. Peut-être que c'est vrai, moi je n'en sais rien. Mais celui qui a plus truqué, c'est lui qu'on prend. C'est ça le problème. C'est ça, celui qui a plus truqué, c'est lui qu'on prend. N'est voleur que celui qui est pris. C'est ça le problème. Parce que quand vous voyez le relais médiatique, tout le monde ne parle que des 11-0. Oui. On ne parle pas des 3-2, des 4-2 d'Asco, par exemple, parle de ça, ou 2-0 de Gomi. C'est le même impact. Celui qui a joué le tam-tam et le tam-tam s'est fracassé, c'est lui qu'on prend. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc il faut arrêter tout ça pour que, bon, mais c'est le pays, c'est le pays même qui est comme ça. Quand les gens qui sont dans le pays gouvernent par trucage, on fait tout dans la corruption. Vous n'allez pas amener le problème à ce niveau. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Non, Eric, on est en train de parler du football. Le football se joue dans un pays. C'est un ensemble. C'est un élément de sociabilité. C'est un ensemble. Les comportements, c'est un comportement général. C'est des comportements d'ordre général. Parce que si des gens ont l'habitude de faire ce genre de choses dans d'autres domaines et qui sont impunis, ils se disent, bon, en le faisant aussi dans le football, rien ne leur arrivera. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ceux qui ont posé ces actes-là, si tant est qu'on a corrompu des gens, ils savent très bien que l'acte qu'ils sont en train de poser est répréhensible. Mais ils l'ont fait. Et donc, mais ces gens-là, parce qu'ils sont sûrs que rien ne leur arrivera. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Tchaniawa Reniaou sur le sujet, avant de donner la parole à Bielfa. Oui, bon, Eric, j'avoue qu'en dehors de l'équipe des éperviers, dont les matchs et les sorties m'intéressent, je sais même. Vous savez que les éperviers ont été battus hier par le Nigeria. Là, je sais, ça, je le sais. J'ai dit en dehors de ce que les éperviers font et qui m'intéresse, je ne sais même pas comment le championnat se joue au Togo. Les gens vont être surpris que je le dise ainsi. Même derrière ma maison, si on implante un stade et on se met à jouer le championnat Togo, ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Franchement, que j'avoue, je le dis, ça m'intéresse pas. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas le foot, mais je l'aime quand à un niveau il est intéressant.
depuis plus de 20 ans en arrière, moi je ne regarde plus le football togolais parce que là, quand vous regardez ce que le Togo fut par rapport au football et qu'aujourd'hui ce que nous avons sur ce championnat, moi je ne regarde pas. Mais sur le match Bikenti et Maranatha, je voudrais dire tout simplement que ça frise. Hein. On sent qu'il y a eu corruption, on sent que le match a été vendu, mais ce n'est pas parce qu'on le sent qu'on va courir pour donner des sanctions. Moi, je voudrais dire que la fédération, elle a ouvert une enquête, l'enquête n'a qu'à aboutir. Et que lorsque l'enquête aboutit, qu'on dise qui a joué quel rôle, par rapport à quoi, il faut situer la responsabilité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne peut pas sanctionner des gens dans l'air comme ça. Bien sûr. C'est un match qui a été joué, il y a quand même les arbitres qui étaient là, il y a, je ne sais pas comment on appelle les délégués, les commissaires au match, ils sont là. On a joué la première partie, ils sont là. On joue la deuxième partie, ils sont là. Ils voient comment le match se déroule. Quel rapport ils ont pondu finalement? Ils auraient pu arrêter le match quand ils sentent Non, ils ne peuvent pas arrêter. Mais écoutez, donc, oui, j'ai dit quel rapport ils ont donné à la fin du match. Et ça l'enquête nous le dira à la fin. Voilà, c'est pourquoi le communiqué que la fédération a pondu, moi je trouve qu'on a été trop vite en besogne, parce qu'on aurait pu attendre que l'enquête aboutisse. Et que quand on prend un communiqué, on dit que nous avons ça en main. Compte tenu de temps, voilà, compte tenu de temps. Est-ce que ça ne peut pas être une mesure, comme on dit souvent... conservatoire. Non, oui, si. Est-ce que ce n'est pas ça? Bon, moi, si c'est ça... Conservatoire. La suite, oui. C'est quoi? Et si après les enquêtes, on trouve que le match n'a pas été vendu, quelle note on va sortir maintenant? Bien. On va les réhabiliter. On va les réhabiliter, mais il ne faut aller pas condamner et réhabiliter. Il faut attendre à voir les résultats de l'enquête. Et c'est ça que nous allons encourager. Quand on ouvre les enquêtes au Togo, il faut rapidement les clôturer, aller à l'essentiel. Abi Alpha maintenant. Ouais, moi je vais partager l'apport en deux entre Ferdinand et entre Ferdinand et Tchaniao. Et Tchaniao. Je ne dis pas que vous vous battez, mais sauf que je ne suis pas tout d'accord qu'on ait suspendu actuellement ces équipes sur la base de soupçons. Là-bas, ça ne fait pas sérieux quand c'est une structure comme la fédération qui se veut togolaise de football de surcroît, quand son président vient de mettre les premiers pieds au comité, je crois bien, disciplinaire de la FIFA, ça ne fait pas sérieux. Si on avait annoncé un coup d'État, je crois qu'en minute de 112 heures, les gens ont les moyens pour nous réunir les résultats d'une enquête. C'est bizarre que... Vous avez parlé de coup d'État, ça engage... Mais un coup d'État peut commencer dans une fédération, ça commence toujours de quelque part. Donc en cela, moi je pense qu'on devait prendre des mesures conservatoires, et je crois que les dispositions au niveau de la fédération doivent prévoir cela. Si ce n'est pas prévu, c'est que les textes sont lacunaires. Parce que moi j'ai connaissance que je crois bien en 92 le Pérou a encaissé 10 billes au mondial. Je crois que tu te connais mieux. Oui, il y a beaucoup d'exemples. Même au Togo, il y en a eu. C'est ça, tu te connais mieux en football que moi. Moi je n'ai jamais joué. Donc il y a des exemples qui font qu'on se dit que tout peut arriver. Donc c'est en cela que moi je dis on devait patienter pour que l'enquête fasse son cours, et à partir du moment où on décide, c'est-à-dire on applique la loi, ça ne va pas sonner de quelque odeur que ce soit. Quand Ferdinand dit que c'est à l'image du pays, je ne sais pas pourquoi tu estimes que ce n'est pas vrai. C'est en cela que je dis que ce n'est pas vrai. Tu estimes que ce n'est pas bien de généraliser. Bon, il y a une adage de chez nous qui dit que quand tu tombes, ne regarde pas là où tu es tombé, regarde là où tu as trébuché. Oui. C'est ça. Donc c'est à l'image du pays. Il y a actuellement des acteurs de football, tout un mélange de cafards, de moussareignes. Quand tu regardes le comportement que les gens affichent, et tu remontes l'histoire de ces 11 buts-là, tu te dis que bon, quelque part, les doutes sont fondés. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu regardes les passés sportifs, footballistiques de certains qui continuent à paraître des acteurs, qui sont même à la tête de... Je prends le cas d'Améi par exemple. Le cas d'Améi, le rôle qu'il a joué par rapport au football. Quand tu regardes certains comportements de ce genre, tu te dis que tout est possible. Encore que ce qui est en train d'être doigté n'est pas
n'est pas loin de lui, il fait partie. Si demain ça se confirme, il serait parmi ceux qui vont essayer d'être sur froide. Donc moi je pense que tout est à l'image du pays. Aussi longtemps que on ne voit pas mettre un peu de l'ordre, on ne voit pas vraiment imprimer une obligation de citoyenne à la tête de la République, beaucoup de démembrements seront à cette image, quoi. Je dis encore une fois que ce qui se passe à la fédération n'est que je ne dirais pas une photocopie, mais c'est plus ou moins à l'image de comment le pays se gère, quoi. Merci beaucoup à Abi Alpha. Tout à l'heure, je vais vous interroger sur l'économie togolaise, puisque hier vous en avez parlé dans votre journal Le Rendez-vous. J'ai lu votre article, c'est sur 2 pages. Vous écrivez beaucoup quand même. Hein. Vous évoquez le crime économique au Togo et chez les voisins, l'hémorragie compte tenu d'une économie en berne. Loïc Lawson, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Lié au football, je sais que vous aimez très bien le football aussi. Quel est votre commentaire par rapport à ce sujet, rapidement? Non, bah écoutez, moi, je suis aussi surpris comme tout le monde par le score fleuve. Mais honnêtement, je fais partie de ceux qui aiment qu'on respecte les procédures et les règles. Parce que pour moi, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve, en tout cas tangible, qui nous dit qu'il y a eu corruption. Et encore que, pour moi, il n'y a pas de petit vol, il n'y a pas de grand vol. Le vol, c'est le vol. C'est le vol, c'est le vol. Parce que dans cette histoire de dernière journée, il y a eu plusieurs, en tout cas on nous parle de plusieurs cas de matchs truqués. Même si le match a été truqué à 1-0 et qu'on est convaincu, on a les preuves que c'est à 1-0, parce que la finalité c'est la même chose, c'est de pouvoir arriver, vous truquez pour arriver à un point. Pour moi, il y a corruption. Et que s'il faut sanctionner, il faut sanctionner tout cela. Vous savez, on serait chez les Blancs, ça serait passé comme ça. Il n'y aura pas à dire là-bas c'est 20-0, ici c'est 5-0, c'est le moindre. Non, le mal, c'est le mal. Ça ruine au football, ça enlève au football sa beauté, le suspense qu'il doit avoir et garder, qui fait de lui un bon sport. Et pour moi donc, la FTF de Akpovi doit faire tout pour arriver à nous prouver qu'il y a eu, comment vous appelez ça, fraude. Match arrangé. Qu'il y a eu match arrangé. Il faut arriver à le prouver. Tant que vous ne le prouvez pas, il n'y a pas eu match arrangé. Parce que l'histoire du football ne nous dit pas que c'est le seul match où il y a eu 11-0. Il y a eu il y a eu des trucs incroyables. Oui. La remontada de l'autre fois entre je ne sais pas quelle équipe. Oui, on sera au Togo ou quelque part, on allait nous dire que c'était peut-être un truc arrangé. Oui. On ne sait jamais. Mais pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, nous avons commencé. Si les médias internationaux en parlent, c'est parce que nous-mêmes, nous avons commencé à parler de fraude. On aurait dû, si on n'avait pas parlé de fraude, personne n'allait soupçonner que c'était une fraude. Mais là, on sait que le voleur a volé, mais prouvons qu'il a volé. Il faut prouver, sinon le criminel va repartir. Qu'il a volé et punissons aussi les autres qui ont commis les larcins. Comme dit Ferdinand, c'est ceux qui ont fait le petit vol. Et aussi c'est des voleurs. Je voudrais ajouter un petit mot. Non, juste un petit mot. On ne va pas de temps sur ce sujet. Je voulais quand même écoutez, il y a d'autres sujets plus importants. Oui, juste un petit mot. Tu permets. Allez-y Fabrice d'abord. Oui, ce qu'il faut dire ici aujourd'hui, bon, c'est pas forcément l'image du pays comme mes confrères l'ont dit, parce que dans le football, les affaires, c'est le gangster qui contrôle l'affaire. C'est un rappeur qui l'a dit, Doc Gineco. Et quand vous prenez l'affaire OM Valenciennes, oui, c'est un peu cela. Pourquoi pratiquement dans tous les championnats, la dernière journée, on joue les matchs de façon simultanée? C'est parce qu'il y a des arrangements. Et au Togo aussi, il y en a eu. Et la dernière fois, Monaco dit la Coupe de France ne m'intéresse pas. Il a aligné l'équipe. Ils ont pris 5-0. Ils s'en foutent. On a parlé de l'éthique, mais bon, ils s'en foutent. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé au niveau de Mikenti et Maranatha, mais une chose est sûre, c'est pour cela qu'il faut dire qu'il faut faire une enquête. Parce qu'il peut y avoir la corruption, c'est à quel niveau? S'il y en a, est-ce que c'est le propriétaire du club qui a demandé à l'entraîneur laisse faire? Ou alors est-ce que la corruption c'est au niveau des joueurs? C'est aussi possible que Mikenti n'ait claqué aucun rond. Et peut-être pour certaines raisons, Maranatha décide de lever le pied. Donc il faut forcément faire une enquête et ne pas tout de suite boucler cette affaire. Parce que si on ne sait pas faire, le criminel, bien que le crime a été commis, on sait que c'est lui, il risque de repartir à la maison tranquillement faute de preuves. Ouais, ce serait un crime parfait. Un crime parfait, sans trace. Non, moi je voudrais, avant qu'on clôture ce dossier, je voudrais exhorter la fédération
a mené à fond l'enquête et à faire en sorte une enquête sérieuse et à publier les résultats de cette enquête-là pour les Togolais. Parce que figurez-vous que nous sommes dans un pays où vous allez être surpris quand on va aux élections à chaque instant. Il y a des camps qui trouvent qu'on a truqué, qu'on a volé les élections, mais qui n'arrivent jamais à apporter la preuve du vol. Et donc, de la même façon, aujourd'hui, la sanction que copent ces deux équipes-là, c'est dans l'air. Parce que tant qu'on ne va pas pouvoir apporter la preuve de ce qui a été fait entre-temps pour que Bikanti puisse marquer jusqu'à 11 buts, je trouve que donc il n'y a pas de raison aussi qu'on les sanctionne. Donc il faut faire tout pour situer les Togolais pour que la polémique ou bien tout ce qui se raconte autour de cette question s'arrête. Bien entendu. Messieurs, merci beaucoup sur ce sujet. Je voulais qu'on aborde un autre sujet, c'est beaucoup plus lié à ce que l'Alternative a écrit ce matin, lié, je vais dire, Ferdinand, vous avez parlé des dangers de l'utilisation de carburant. Ah oui, il se trouve que quand j'ai lu votre article, c'est un vrai dossier qui fait peur. Oui, parce que les fruits, les mangues, les bananes et consoles, il se trouve que les dames qui nous les vendent aujourd'hui ont une méthode de les faire mûrir rapidement et ensemble. Et on comprend finalement pourquoi est-ce que certains là... Anéron aussi, vous êtes passé par là? Non, on n'est pas allé à Anéron. On a fait Hankope, Palimé, Agou et Atakpame. Une enquête de 2 semaines. On a interrogé des gens. C'est vrai que ça fait vraiment peur parce que d'ailleurs nos frères musulmans font la rupture des jeûnes avec les fruits et tout ça. Habituellement, oui. Voilà. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un produit qui est sur le marché qu'on utilise dans la quincaillerie pour faire la peinture, la chaux, tout ça, qu'on appelle carbure. C'est un produit très toxique. Quand vous le déposez ici, en 5 minutes, on va sortir de cette, de cette salle. Et donc, c'est ce produit-là que les femmes achètent. Et d'ailleurs, le produit, je rappelle que ça a pris de la valeur depuis quelques jours. Et utilisent pour mûrir les fruits qu'elles achètent de manière précoce. C'est-à-dire que les fruits ne mûrissent pas avant qu'on les cueille. Elles vont dans les zones où on produit les fruits, elles les achètent. Les fruits sont à l'étape précoce, pas encore mûrs, et elles viennent à Lomé. Et vous savez que les fruits mûrissent à tour de rôle. Et donc, ça ne les avantage pas. C'est-à-dire que la papaye aujourd'hui peut mûrir, le second peut mûrir demain, et puis après c'est comme ça. Ça ne les avantage pas. Maintenant, il faut mûrir les fruits en un seul tas et pouvoir écouler ça rapidement. Et donc, elles utilisent ces produits-là pour mûrir ces fruits qui sont... C'est généralisé sur le marché. Tous les fruits que nous prenons aujourd'hui, c'est généralisé sur le marché. Et donc, on a fait cette enquête, on a interrogé les gens, on est allé à Hancock et tout ça, des gens, avec les témoignages, tout le monde nous a dit voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, on est allé aussi à voir un médecin pour demander l'avis d'un médecin sur les conséquences sur l'organisme et tout, qui nous a aussi détaillé tous les conséquences, les dangers et tout. Et voilà, et donc nous avons exposé ce matin cette enquête-là pour informer l'opinion, pour que les gens puissent faire attention, parce que quand vous allez devant certains étalages, tous les fruits sont mûrs. Vous voyez, tous les fruits sont mûrs, vous n'en trouvez même pas de verre. Et donc c'est cette méthode-là qui est utilisée aujourd'hui, qui est tellement dangereuse, parce que je ne vais pas rentrer dans le fond de l'article pour vous dire, tu peux éventuellement lire, pour vous dire les détails de ce que le médecin nous a dit, mais ça fait vraiment peur. Vous avez plein de maladies, le cancer surtout, le cancer par rapport à ce produit qui est hautement toxique, et puis toutes les autres maladies qui découlent de la consommation de ces fruits-là. Et donc nous en appelons aux associations des consommateurs, parce que nous en tant que journalistes, on a fait notre boulot, et au ministère qui s'occupe de le ministère de la Santé également, le ministère de la Santé, du Commerce, et puis éventuellement les services d'hygiène, pour qu'on puisse mettre un mécanisme de contrôle sur les marchés de fruits, parce que ce qui est dangereux, c'est que tout le monde prend les fruits. Tout le monde prend les fruits aujourd'hui, donc c'est quand même inquiétant. Si vous lisez le dossier, mais ça fait froid au dos, donc voilà. Finalement, tout est faux sur le marché. Les eaux, on nous dit faites attention. Le 17 mai dernier, le gouvernement togolais a listé les sociétés qui produisent de l'eau, ces eaux-là. Ce ne sont qu'elles qui sont consommables. On nous dit les produits pharmaceutiques, faisons attention à ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas bons. Tel produit, on dit attention. Les produits de consommation, on dit attention. Maintenant, on nous dit les fruits aussi, faites attention. Est-ce que finalement, on ne doit pas s'interdire de manger à la fin? Abi Alpha. Oui, je crois que pour nous qui avons fait beaucoup le milieu paysan
quand tu regardes un fruit qui est mûr par force, tu sais, à vue d'œil, tu sais que cette banane n'est pas mûre sur l'arbre. Donc, beaucoup ne peuvent pas le détecter comme ça. Mais si tu achètes et que tu n'as pas pu le détecter à vue d'œil et que tu goûtes, tu sais aussi la banane qu'on a fait mûrir, soit dans une jarre, soit par les procédés, tout ce que vous savez, mais tout le monde ne peut pas déceler cela. Quand on arrive pour acheter, on voit tout un tas de fruits jaunes ou bien rouges selon la couleur qui mûrit le fruit, et on va consommer. Donc c'est la catégorie qui est beaucoup touchée par ce phénomène. Il y a les bananes, il y a les mangues, il y a la papaye. Donc quand tu regardes, c'est même entre temps, quand tu achètes l'ananas, tu es sûr d'avoir acheté l'ananas, mais maintenant je ne sais pas, on dit souvent c'est Brazza, tout ça là, tu prends Brazza, quand on pèle, tu te dis mais je n'aurais pas dû. Donc c'est un phénomène, c'est un peu triste que la fraude va jusqu'à ce niveau. Ah oui, il s'agit de ça. Bien sûr, c'est une fraude. Si l'État ne fait rien pour contrôler, c'est une fraude. Et j'ai des craintes que ça va durer avant que l'État n'arrive à compter, parce que la femme qui va en occuper à côté ici, je vais souvent là-bas avec Ferdinand pour acheter les fruits, elles viennent de tous les quartiers, toutes les entrées de Lomé. Celles qui vont au grand marché au niveau des abattoirs, elles viennent d'un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pôle unique où les gens viennent s'approvisionner. Donc c'est pas facile de contrôler les trucs là, surtout que actuellement la tendance est aussi que quand tu vas dans les fermes où ces femmes achètent là, ce n'est plus des propriétés du genre artisanal appartenant aux paysans. Souvent, les grands quelqu'un, comme on les dit entre guillemets, ont des fermes. Ils produisent tantôt c'est des ananas, tantôt tout ce que vous connaissez. Ils ont des vergers où on cueille en quantité plus ou moins industrielle les fruits. C'est souvent là-bas qu'il y a le problème. C'est là où on cueille en grande quantité pour, n'est-ce pas, vendre dans le sens vraiment commercial. C'est là-bas qu'on cueille tout. Le fruit qui devait attendre un mois avant de mûrir, on mélange tout parce qu'il y a quelqu'un qui attend, il a calculé que ceci doit rentrer. Mais quand tu vas vraiment dans le vrai milieu paysan, souvent c'est des fruits mûrs qui se cueillent. Donc ça va être difficile à l'État de contrôler, parce que si on n'arrive pas... Il faut quand même que oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de les dédouaner, parce que je dis que ça va être difficile, parce qu'ils n'arrivent pas pour le moment à contrôler ce qui rentre de l'extérieur par des portes douanières bien connues. Et vous comprenez, vous avez été témoin du scandale des tilapia et tout ce que vous savez. Actuellement, il y a d'autres scandales sur lesquels nous sommes qui sont pires que les cas des tilapia. Et c'est devenu un truc organisé. Ça rentre tantôt par la voie portuaire, tantôt par les frontières terrestres. Si l'État ne met pas encore les structures, les moyens pour arrêter la fraude à ce niveau, ce n'est pas à la femme, on ne sait pas d'où elle vient, qui l'a approvisionnée. On ne sait pas, ce n'est pas à elle qu'on va imposer la discipline, quoi. Merci beaucoup. Oui, Fabrice, donnez-moi ajouter. Oui, bien évidemment, c'est pour tout simplement dire qu'en fait la cupidité a pris le pas sur tout. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien, la dignité de l'homme, ou du moins la vie humaine est foulée au sol. Et donc quand vous voyez même comment on vend ces fruits-là, et généralement aujourd'hui, avant on constatait que parfois les villageois même qu'ils viennent au bord de la route et puis, mais maintenant la bonne dame va et elle achète l'arbre, elle achète le manguier. Et puis oui, bien sûr, c'est comme ça, la plupart font, elle achète le manguier, elle met la main sur le manguier et puis elle cueille tout avant de repartir. Et comme l'a dit Abi Alpha, or, généralement ça ne mûrit pas au même moment. Et donc, et pour ceux qui maîtrisent un peu le milieu paysan, quand un fruit mûrit sur l'arbre, il n'a pas la même saveur que celui qui mûrit après avoir été cueilli d'un arbre. Et donc, pour gagner plus d'argent, et c'est valable pour beaucoup de produits aujourd'hui. Vous avez parlé de l'eau, il y a encore beaucoup de domaines. Maintenant, comment l'État peut contrôler ça? Je crois qu'à un moment donné, il faut également un minimum de conscience. Ça passe par là, hein. Parce qu'ailleurs, on peut vous dire... Si les citoyens n'ont pas conscience de ce danger, ceux à qui on a confié notre santé, ceux qui doivent le problème, c'est que tout contrôler. C'est pas qu'ils n'ont pas... Les gens ont conscience, puisque vous allez voir, c'est comme les jus de fruits. Et le citron, compresse, on met dans les bidons d'eau et on vend. Mais quand vous connaissez bien la bonne dame, elle vous connaît, elle vous dit qu'elle ne vous conseille pas ça. Oui. Elle vous le dit. C'est dangereux.
Elle dit non, que franchement, je ne sais pas dans quelles conditions ça a été fait. Elle connaît les conditions dans lesquelles ça a été fait. Elle vous dit, je ne vous conseille pas ça. Donc ça veut dire que c'est pas que les gens ignorent que c'est un danger. Ils savent que c'est un danger, mais pour gagner de l'argent, on ferme l'œil là-dessus. C'est-à-dire, moi-même, je ne consomme pas, mais je vends aux gens. Ça, comment l'État peut le contrôler? Il peut le faire. Mais je crois que une sensibilisation vraiment doit être faite pour qu'il y ait un minimum d'humanisme en nous d'abord. Et peut-être l'État fera le reste. Sinon, ça va être compliqué. Loïc Lossan. Non, je crois que l'État peut contrôler. Pas à 100%, mais il peut dissuader. Pas de mesures fortes. Oui, ces personnes, ces genres de personnes qui font ces genres de choses. Parce que le problème n'est pas seulement au niveau des fruits. Les opérateurs économiques aussi sont criminels dans ce qu'ils font. Vous avez vu cette dame qui a été récemment arrêtée, qui a fait la polémique dans les journaux. Oui. Vous voyez, qui revend des produits périmés en changeant les dates. Et tout cela, parce que quelque part aussi, dans nos frontières, la douane ne fait pas aussi son travail. Parce que tu sais, la douane est préoccupée par le fait qu'elle veut faire entrer. Elle a des objectifs à atteindre. Elle veut faire entrer, comment vous appelez ça, des recettes. Oui. Et elle laisse des choses passer. Vous voyez, entre-temps, la société Vlisco a dû faire un deal avec la douane pour demander qu'on arrête, que les bonnes femmes arrêtent de copier leur... Mais ça continue. Ça continue. C'est pour dire, parce que quand il s'agit de l'argent qui doit rentrer, les douaniers aussi ferment les yeux. Les policiers un peu partout sous nos tronçons, qui voient parfois les choses se faire, eux aussi pour un billet de 1000 francs pour 2000, ils laissent faire. C'est un peu comme le phénomène Boudet, qui est aussi une fraude. C'est le problème. Donc la fraude est partout finalement. Le problème aujourd'hui est... C'est pour ça que je suis en train, je crois, de réfléchir à un article sur la moralisation de la vie publique. Il faut qu'on lance aussi le dire. Parce que chez nous, c'est tellement patent. Il n'y aura plus personne, tout le monde sera... Voilà. Mais oui, mais on doit commencer. Chez nous, c'est à tous les niveaux. Plus rien n'est vrai. Tout est faux. Tout est pratiquement, tout ce qu'on nous voit est pratiquement faux. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de vigilance dans ce qu'on mange. Je connais des amis qui aujourd'hui ne mangent plus les, comment vous appelez ça, les viandes hachées, façon comme tu sais, non, là, comment vous les appelez, oui. Comment vous les appelez là, saucissons et consorts qui ne mangent plus. Ouais. Plus rien n'est vrai. Et c'est qui est scandaleux. Imagine-toi, aujourd'hui, dans les pays développés, ils se battent pour retourner au bio. Oui. On ne parle que de bio. Quand tu vas dans un supermarché, le rayon bio est plus cher que le rayon chimique, ou je ne sais pas comment je dois l'appeler. Oui. Mais nous ici, c'est à coup de caméra qu'on montre le ministre de l'Agriculture en train de remettre de l'engrais à nos agriculteurs. Tu comprends un peu le paradoxe? On me dira que notre agriculture est encore à une étape, et je ne sais pas comment embryonnaire. Mais non! C'est dangereux. Et tout ça, on se tue sans le savoir. Je vais ajouter qu'il faut que les gens fassent attention et l'État doit vraiment être beaucoup responsable. Parce que d'où est venu aussi, qu'est-ce qui a encouragé ce phénomène? Si tu vois, moi j'ai beaucoup circulé le milieu malien, nigérien, le nord de l'Afrique. C'est des milieux totalement désertiques. Là-bas, un fruit qui doit faire 5 mois ou bien 3 mois sur l'arbre avant d'être cueilli, en un mois, s'il est déjà gros, il est comestible. Quand tu vois nos frères, je n'ai rien contre nos frères maliens, nigériens qui sont ici, vous êtes dans vos chez vous, vous coupez un arbre, peut-être même que par intempérie, une mangue tombe avec des fruits immatures là. Chez eux, ils ont des façons pour transformer et consommer. Chez nous ici, on va te dire non, tu auras mon tout ça là, mais chez eux, ils ont des façons de faire. Et actuellement, tout le monde est témoin que nous sommes beaucoup mélangés avec cette communauté ici. Chez eux, un fruit qui doit faire 3 mois sur l'arbre, avec un mois, s'il est gros, il se consomme et ils ont des façons de transformer. Nous, on n'a pas les mêmes traditions. Il faut qu'on sache vraiment. Je veux juste rappeler que la FAO a lancé une alerte générale avant-hier, je crois mardi, sur un virus sur les tilapias. Et quand vous allez sur le site de la FAO, vous allez voir ça, les tilapias, un virus très mortel sur les tilapias. Et ça, c'est aussi un autre cas, un poisson extrêmement dangereux. Mais c'est ce qu'on consomme. On a cité les pays qui en font la production, la Chine, l'Indonésie, l'Égypte, et qui les commercialisent vers l'Afrique. Donc il faut que les gens fassent attention. Messieurs, merci beaucoup. On va marquer une pause pour le journal. Juste après, on se retrouve pour la seconde partie de Taxi Presse. Deuxième partie de Taxi Presse avec Abi Alpha Isotou, Fabrice Petchesi, Ferdinand Haïté, Loïc Losson et Tchanyao Arimiaou. Nous allons commencer cette deuxième partie avec un sujet lié donc aux intellectuels, nos élites, ce qu'on appelle donc les universitaires.
le cas Kako Noubouko a intéressé la presse cette semaine. Loïc Lasso, c'est vous qui a lancé le débat, puisque en éditorial, vous évoquez la théorie du complot cette semaine. Oui, mais parce que vous savez, l'histoire, tout le monde la connaît déjà. Kako Noubouko a fait une sortie publique et une conférence à l'université avec des étudiants, et on sait tous ce qui a retenu l'attention, c'était cette fameuse phrase ma sortie du gouvernement était due à la pression et à la demande du président Ouattara faite au président Faure. Et tu vois, avec les réseaux sociaux, c'était ce que complètement la conférence même a été noyée, le contenu de la conférence a été oublié, et c'était le sujet qui a retenu l'attention. Mais patatras, et je ne sais pas si c'est dans les 24 heures après ou c'est dans la même journée, et c'est cette fameuse lettre, une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui, 4 jours plus tard. Oui, 4 jours plus tard, ou dans laquelle on parle d'excuses. Et j'avoue que j'étais un des premiers à avoir réagi effectivement sur les réseaux sociaux pour dire non, je ne crois pas à cette lettre que c'est du faux, parce que j'avais eu à contacter certaines personnes autour de Kako pour comprendre, et qui au premier abord, je dis bien au premier abord, était clair que c'était pas pour Kako, ça ne vient pas de Kako qui vient de discuter avec lui, que c'est faux. Ils n'étaient même pas au courant, ils me demandaient de leur balancer le courrier, le communiqué. Donc tu vois, et après ils sont revenus pour me dire écoute, ce n'est pas de lui, parce que nous on vient encore de parler avec lui. Mais quelques temps après encore, les mêmes personnes ont changé d'avis en disant bon, on peut pas dire. Tu te dis mais alors qu'est-ce qui se passe? On sentait une pression, on sentait des choses qui se passaient qui ne disaient pas leur nom. La théorie du complot, c'était que c'est quoi? Pour moi, soit Kako n'a jamais écrit ce courrier, le courrier a été écrit en son nom, mais il a adossé, ou comment vous appelez ça, assumé, malgré lui, parce qu'il ne pouvait pas encore revenir à la charge contre 2 présidents de la République. Ou soit... Ça veut dire qu'en ce moment, il persisterait. Ou soit Kako lui-même est au courant du courrier et l'a écrit, mais n'arrive pas à se prononcer de peur de décevoir tout le beau monde. Tu as vu tous les étudiants qui criaient oui, oui derrière lui parce qu'ils étaient contents de ce qu'il disait. Alors voilà l'intellectuel qui, entre guillemets, parce que désormais moi je dis, je mets ça entre guillemets parce qu'un intellectuel ne se comporte pas comme il s'est comporté, qui maintenant se cache et se met dans un silence assourdissant, qui fait en réalité plus de bruit que s'il parlait. Tu vois, et là, la question de partout dans le monde, les réactions d'autres intellectuels ou d'autres personnes, c'est de t'envoyer des messages inbox pour te demander mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de lui? Est-ce que c'est pas de lui? Est-ce qu'il a vraiment fait? Et là, le débat continue. Mais ce qui est sûr, et l'hypothèse la plus possible, c'est que ce courrier n'est pas écrit des mains de Kako. Parce que jusqu'à l'heure où je te parle, oui, puisque son silence l'amène à assumer. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlions, je n'ai pas la version originale, la version PDF de ce courrier. On n'a pas la version scannée de ce courrier où il y a sa signature là-dessus. Rien de tout ça là. Mais le confrère qui a été le premier à balancer, n'est-ce pas, quelques bribes d'informations liées au courrier, confirme, d'ailleurs sur nos antennes mercredi dernier, Olivier Adja, avoir reçu le courrier venant de Kako Noubouko, puisque c'est sa boîte mail. Ne sois pas surpris que demain, la boîte a été piratée. On te dit que c'est pas la boîte de Kako, que c'est, du moins que c'est une boîte piratée, que ça ne vient pas de Kako. J'ai dit ne sois pas surpris que demain, que ne soit pas ainsi, parce que je me rappelle pour la même chose, il y a eu une période dans ce pays, le même organe a parlé de la question des partis politiques. Après, il s'en est excusé pour dire aussi que non, il a été manipulé. Donc je n'ai pas envie que demain la même personne revienne nous dire j'ai été manipulé pour ce courrier. D'accord. Très bien. Tadina Haïté, vous aussi, vous avez évoqué le sujet dans votre parution mardi dernier. Vous parlez presque de la couardise intellectuelle en évoquant Kako Noubouko. Oui, justement, le personnage, je crois que petit à petit, on apprend à le connaître, à le cerner un peu.
d'abord, il est un intellectuel reconnu par tout le monde, professeur d'université agrégé, ses compétences ne souffrent d'aucune polémique, il a fait plusieurs institutions, donc c'est un homme assez aguerri. Oui. Mais le problème de ces gens-là, c'est que quand ils s'invitent sur la scène politique, ils pensent que le milieu politique, c'est une association des enfants de cœur. La politique, c'est pas le monde des bisounours où les naïfs viennent jouer leur part. Non, pas du tout. Et donc, Kako, l'universitaire, et Kako, l'apprenti politicien, on voit bien que c'est la catastrophe. Vous voyez, quand vous avez été aux affaires aux côtés des chefs d'État et que, entre-temps, il y a eu des confidences qui vous ont été faites et que ces présidents sont encore en fonction, ces présidents ne sont donc c'est trop risqué. Ces présidents ne sont pas déjà partis. Ces présidents sont encore en fonction et que vous allez dans une conférence publique sur le CFA. On sait c'est qu'aujourd'hui le débat sur le CFA qui fanatise les jeunes, qui fait sursauter les gens dans les amphis, tout ça. Et quand vous allez dans une conférence comme ça, vous gardez la tête froide. Vous ne jouez pas à l'activisme en sortant des informations que vous ne devez pas sortir. Et quand vous dites que c'est sur l'ordre de tel président que l'autre m'a renvoyé du gouvernement, d'abord, vous faites plusieurs fautes. La première faute, c'est que le chef d'État qui vous a nommé dans son gouvernement, vous voulez dire de lui que c'est un valet de Ouattara, c'est un sous-préfet de Ouattara, et donc il ne contrôle pas son pays. Ouattara peut lui dire, c'est Ouattara qui gouverne le pays. Et en plus, vous créez un incident diplomatique entre lui et son voisin. Parce que les gens vont dire, mais pourquoi, et sans compter, il faut dire aussi Ouattara se met des affaires à l'intérieur d'un pays. Oui, et donc, dans ce cas. Et donc vous créez un incident diplomatique. Comment est-ce que des gens de ce niveau-là, qui ont été aux responsabilités, ne peuvent pas savoir ce qu'on doit dire en public, ce qu'on ne doit pas dire en public? Nous, les journalistes, on a tellement d'infos qu'il n'y a que le 10e que nous sortons en public. Il y a des choses, si nous le disons sur les radios, on ne pourra même pas aller à la maison, ou bien on prend la frontière, ou bien on se retrouve au cimetière. Donc, quand on est à ce niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Maintenant, quand on a fait ça, il ne faut pas venir s'en prendre à la presse que c'est les journalistes qui ont sorti vos propos du contexte où il ne doit pas l'être et tout ça. Ça aussi, c'est de la mauvaise foi. Oui, mais après, après, on nous a dit que ce communiqué, ce n'est pas de Kako. Oui, mais aujourd'hui, non, oui. on va continuer le débat parce qu'aujourd'hui, certains comme nous, on sait que ce communiqué n'est pas de lui. Maintenant, il faut que lui-même, il assume. Pourquoi il se cache? Pourquoi il ne dit rien? Ceux qui ont fabriqué le communiqué derrière son dos, c'est comme demain, on prend votre nom pour commettre un forfait quelque part et vous vous taisez. Juste parce que le monsieur s'est déjà compromis dans le régime. Il sait que, bon, comme on dit dans un langage, je ne sais pas, ordinaire, il a sa main dans la bouche du régime, donc il ne peut plus parler. C'est ça le problème. La bourde de Kako Nouveau-Port, vous l'avez évoqué aussi, Fabrice, dans votre parution mercredi dernier. Par rapport à sa déclaration devant les étudiants, nous estimons que c'est une bourde. Ça aurait été autre chose qu'une bourde si Kako Nouveau-Port était resté l'intellectuel, le libre penseur et tout cela. Mais on sent que Kako Nouveau-Port est plus ou moins soucieux de sa carrière. Et quand tu es dans cette logique-là, il faut savoir calculer. Moi, je donne des exemples. Moi, je connais de brillants professeurs. Oui, Kako Nouveau-Port, c'est un brillant, on ne le conteste pas. Moi, je connais des brillants professeurs à Lomé. Si vous prenez un AP d'Ouama, et quand il parle, il ne calcule pas. Il dit tout. Il ne rêve pas d'être ministre demain ou être nommé ici ou là. Il dit tout ce qu'il veut. Parfois, on le taxe de fou. C'est le libertin, même quand on prend le sens du mot 18e siècle. Vous prenez des gens comme Magra Kakouvi. Il parle. Il parle sans tourner derrière voir qui est là. Il n'a pas d'ambition. Mais dans le cas de Kako Nouveau-Port, il a une carrière internationale à défendre, même local, sur le plan local et tout cela. Et là où je dis que le personnage en lui-même est ondoyant et ça ne le rend pas service. Moi, j'ai eu à discuter parfois avec Kako Nouveau-Port quand il était au CADERT, au gouvernement et tout ça, où on avait l'impression qu'il regrettait avoir été au gouvernement. Il disait que mais je dis des choses, mais ça ne passe pas parce que c'est comme si le chef de l'État lui avait fait du mal en le mettant au gouvernement. On aurait dû le laisser avec sa vision là pour qu'il puisse vraiment dire des vérités aux gens. Et au sein du gouvernement, c'était comme ça. Et les confidences que nous avons, c'est un ministre qui est capable de te faire des reproches devant le chef de l'État. Le grand économiste, il fait des reproches à Ayassor devant le chef de l'État pour dire ça.
Or, politiquement, pas bon. ça peut être vrai, ce que tu dis. Mais l'autre peut penser que tu veux son poste. C'est ça. Donc, tu veux le détruire. Oui, ou tu veux le détruire. C'est-à-dire, tu me fais des reproches devant le patron. C'est que tu veux dire que si on te met là-bas, tu passes mieux. Or, peut-être que ce n'est pas ses intentions. Et donc, ça voudrait dire que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a dit. Il faut que Kako Nouboupo fasse un choix. Soit il reste l'intellectuel. Et il est libre de faire ses analyses, ses démonstrations comme il veut. Ou alors, il a un souci de défendre une carrière. Alors, il abandonne, il se tait. Les intellectuels, il y en a. Les barquets, tout ça, il y en a. Même Ouattara sait que le franc CFA, l'Afrique ne gagne pas dans le franc CFA. Ouattara le sait. Mais il ne le dit pas parce que ça lui a permis. Il a été gouverneur. Il a été gouverneur. Aujourd'hui, peut-être qu'il est chef d'État. C'est lui qui assure la sécurité de cette monnaie-là au sein de la sous-région. C'est pas que Ouattara ne le sait pas. Il y a plein d'économistes qui le savent, mais qui ne le disent pas. Parce qu'ils font des calculs, ils ont d'autres intérêts. Bien, mais merci beaucoup, Fabrice. Oui, Tchanyawa, avant Abi Alpha, sur la question de Kako Nouboupo. Nos élites, ces intellectuels que nous avons. Bon, moi je voudrais tout simplement dire que les confrères ont dit beaucoup, mais Nouboupo, je souhaiterais que Nouboupo nous parle. Parce que ça fait déjà 2 semaines que les journalistes, même dans la rue, tout le monde évoque son cas et lui-même il dit rien. Quand tu ne dis rien, c'est que tu laisses libre cours aux gens de faire la spéculation, de dire tout ce qu'ils veulent de toi. Et moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut que Nouboupo choisisse soit d'être l'intellectuel. L'intellectuel, il est déjà. Ce n'est même pas, quand il est même au gouvernement, il reste toujours l'intellectuel qu'il a. Parce qu'on peut tout lui prendre. Mais politiquement, il y a des choses. Non, écoutez, ouais, il y a des choses quand tu es au gouvernement que tu ne peux pas dire. Mais quand Nouboupo, peut-être il a de l'ambition. Il veut percer, que ce soit au plan national ou au plan international. Et vous savez qu'au plan international, les choses ne se jouent pas individuellement. Très souvent, vous avez la caution de votre pays. Et c'est en cela peut-être que je dis que Nouboupo a intérêt à venir expliquer cette position aux Togolais. Aux Togolais, pour qu'on ne lui fasse pas porter une chemise qui va bien, qui lui va bien et qui n'est pas la sienne. Parce que ici, il y a trop de capouillage, il y a trop de flou. On dit qu'on a envoyé des trucs de sa boîte, et d'aucuns disent que ce n'est pas lui, d'autres disent qu'il connaît son écriture, qu'il connaît sa plume, que ça ne viendrait pas de lui, et lui-même depuis, il dit rien. Il faut qu'il clarifie les Togolais pour que les gens sachent vraiment se situer. Mais le terrain sur lequel Nouboupo va tous les jours, vous devez comprendre qu'il doit s'attendre à avoir des problèmes. Quand il dit même que c'est Ouattara qui a demandé qu'on l'enlève. Ouattara était gouverneur de la BCEAO. Et Ouattara, c'est des vrais valets de la France. Ouattara ne peut jamais admettre même qu'on bannisse un jour le français, peut-être après eux. Aujourd'hui, Nouboupo s'est tellement attiré d'ennui que des gens peuvent se mettre ensemble pour fomenter un truc derrière lui. Et aujourd'hui, on le charge de ça. Non, pas forcément. Oui, mais puisqu'on dit que ce qui est venu n'est pas de lui. Oui. Donc les gens peuvent faire ça pour lui donner un discrédit. Les gens peuvent faire ça pour salir son nom, pour donner l'impression que voilà un Nouboupo qui est sorti d'un gouvernement et qui marchande pour revenir dans ce même gouvernement. Les gens avaient besoin en fait de calmer Ouattara par rapport à l'incident diplomatique que sa sortie a créé. Et parce que d'un État à un État, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc on avait besoin de sortir ce communiqué-là pour dire, écoutez, qui s'excuse. L'affaire est réglée. Mais qui s'excuse s'accuse en réalité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi je pense que ça a été joué ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas imaginer quand un ministre, un ancien ministre, encore conseiller d'un président en fonction, va dire que Kako est toujours conseiller de Faure Gnassingbé. Mais si, il est conseiller de Faure Gnassingbé. Mais pourquoi vous ne le savez pas? Il est toujours conseiller de Faure Gnassingbé. Il fait venir des amis à Faure Gnassingbé ici. Et donc, quand quelqu'un comme ça va dire que c'est un autre chef d'État qui s'ingère dans les affaires de lui, son patron, et qu'il est capable de sortir quelqu'un du gouvernement, ça veut dire que... Mais c'est extrêmement grave. Abi Alpha maintenant, je crois que plus qu'une bourde, ce que Kako après c'est une boutade. Parce que moi je pense que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'un pays à un autre, un chef d'État intervient pour que on démette un président ou bien un ministre ou bien un autre. Les emblématiques telles que les choses... Le Libyen, Kadhafi, les Yadema, les Bongo, ils sont intervenus à un moment de moi, je connais un dossier où Yadema est intervenu, un ministre est tombé en France. Donc, ils s'échangent des services comme ça pour des intérêts ou bien pour certains échanges de services. Maintenant qu'il a avancé cette boutade, maintenant moi ça me confirme dans le doute que j'avais par rapport
a la chance que les gens ont à faire aboutir le fameux départ du franc CFA. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Kakoun Boukou fait partie des fers de lance de cette lutte. Et quand c'est lui qui se comporte comme ça à l'entame, moi ça me fait douter. Et depuis le début, j'avais des raisons de douter. Depuis que cette année, que nous admirons beaucoup par rapport à ses capacités intellectuelles et universitaires, a mis pied dans le gouvernement de ce système, moi franchement, je n'attendais plus grand chose de lui. Et je crois que c'est le temps qui me donne. Chania, excuse-moi. Allez-y, allez-y. Allez-y. Non, tu vas intervenir. Non, s'il vous plaît. Non, habillez la parole. S'il vous plaît, tu vas intervenir. Vous m'excusez, pardon. Donc je n'attendais pas de miracle de lui. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, parle. Tu vas intervenir pour. Non, attendez. Non, vous aurez la parole. Tu vas revenir pour allez-y, parler. Donc, bon. Vous savez ce que je voulais dire. Vous savez, c'est de ces propos que nous ne voulons pas quand on est togolais. Quand vous écoutez ce que Abi Alpha développe, c'est comme s'il y a un professeur togolais qui est spécialisé. Tout le monde crie son intelligentsia, tout le monde dit qu'il est intellectuel. On dit de lui qu'il est le bon, le meilleur des professeurs. Et qu'il soit togolais, qu'on dise qu'il est venu travailler avec ce régime. Donc du coup, il perd ses qualités. Non, c'est un togolais. Et nous avons tous reconnu, tous les Togolais savent qu'il a quand même une connaissance dans un domaine. Mais s'il travaille avec le gouvernement, c'est le Togo. C'est pas un crime. Moi je dis. Pourquoi tu penses que s'il est avec ce régime, donc ça dévalue ses chances? Attends que je termine. Moi je dis, je vais terminer. Vous voulez qu'il travaille pour un autre gouvernement ou bien l'autre pouvoir que celui qui pourrait tout ce qu'il a? S'il vous plaît. Abi retrouve ses forces. Allez-y. S'il vous plaît, je dis à l'état de sclérose de ce système. Non, il faut pas. Un intellectuel de sa trempe doit savoir lire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Peut-être que sa présence là-bas va changer beaucoup de choses. Mais peut-être maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Mais ça change. Son fameux projet 2030, qu'est-ce que ça donne actuellement? L'argent, c'est un cours. Donc, s'il vous plaît, permettez que je termine. On ne parle pas tous à la fois. Donc, c'est ma position par rapport à lui. Je le respecte, mais ça restera comme ça ma position. Et moi, je me suis dit que bon, quand on mène une lutte africaine telle que, sous-régionale telle que la survie du franc CFA, il y a certains comportements qu'on ne doit pas afficher. Actuellement, bon, par rapport à ce qui s'est passé, quand les gens disent qu'il est possible que machin, quand tu demandes qu'il intervienne, il ne pourra pas intervenir. Quand on refuse, on dit non. Je vous donne un exemple. Quand un doublon est sorti par rapport au rapport de la CNDH, quand Kofi Kounté n'était pas d'accord, il a fait quoi? Il a pris sa position. Actuellement, on connaît. Mais sa fuite, derrière la fuite, on lit beaucoup de choses. Donc, vous comprenez, on connaît désormais c'est quoi le vrai rapport, c'est quoi le faux rapport. Donc, M. Koumoukou ne pourra pas revenir pour éclairer qui que ce soit sur ce sujet. Mais vraiment, c'est un peu triste. Loïc Lasson. C'est qu'il faut, une des choses qu'il faut aussi retenir ici, c'est que nous ne pouvons pas parler devant des étudiants. Qui le prennent. Après, il s'en est pris aussi à la presse dans son communiqué. Non, j'ai dit, à sa conférence publique, c'est devant des étudiants. Référence. Qui est pour eux une référence. Et qui doit pouvoir s'assumer. Normalement, assumer ses propos. Mais voilà qu'il fait un revirement. À considérer qu'il a fait un revirement, quelle lettre vient de lui ou qu'il assume, puisqu'il l'assume. De toute façon, son silence veut dire qu'il assume. Il assume. À 180 degrés. Qu'est-ce qu'il laisse comme image à ces étudiants qui voyaient en lui un modèle? Qu'est-ce qu'il leur apprend finalement? De même, tu crois qu'il peut encore se présenter devant les mêmes étudiants pour lui faire une conférence publique? Non, ça ne peut pas. En tout cas, ça ne serait pas de sitôt. L'autre aspect, c'est que ça relance la question sur même le rôle et même des intellectuels chez nous. Leur responsabilité. Leur responsabilité. Et Fabrice en a cité quelques-uns, même si ceux qu'il a cités, à mon avis, ont beaucoup plus une tendance qu'on leur colle. Oui. Pour moi, un intellectuel n'a pas de tendance. Oui. L'intellectuel, c'est celui qui regarde dans la société, quel que soit le sujet de l'heure, tant que ça concerne la société, il se prononce, soit à travers une tribune, soit à travers une déclaration, mais il n'attend aucun poste, il n'attend rien de personne. Nouboukbo veut des postes. Demain, je t'assure que Nouboukbo est invité au gouvernement, tu vas encore le revoir. Il va le voir. Ah oui, bien sûr. Et pour l'humilier Nouboukbo, Ouattara peut mettre tous les moyens et vous avez entendu que Nouboukbo est nommé directeur général de la BCAO, de la même CFA qu'il condamne. C'est pour... Non, ça peut arriver. Et il peut aller. C'est des hypothèses. Mais bon Dieu. Nouboukbo
quand tu suis aujourd'hui le monsieur, tu comprends qu'il pense beaucoup plus à sa carrière qu'en réalité au bien-être commun de l'Afrique ou des Togolais. Tu comprends? Alors qu'un intellectuel pense d'abord au général. Moi, j'en vois tout le temps, je lis dans le Figaro, dans le Monde, des intellectuels qui font des tribunes sur des sujets que ça concerne. Et je ne sais pas la gauche qui est au pouvoir ou la droite qui est au pouvoir. L'essentiel pour eux, pourquoi nos intellectuels au Togo n'arrivent pas à prendre position parce qu'ils veulent des postes. Quand tu n'attends rien de personne, tu y vas. Regarde celui qui actuellement prend le portefeuille de l'environnement en France. Rappelle-moi son nom, dans le gouvernement. Hulot, bien que il est de la société civile, et il défend une cause, l'environnement, comme nous pouvons défendre le CFA. Chirac l'a appelé au gouvernement, il a refusé. Chirac l'a appelé, il a refusé. Nicolas Sarkozy l'a appelé, il a refusé. Hollande l'a appelé, il a refusé. Parce qu'il n'attend rien de personne. Et avec Macron, il a encore posé des conditions. C'est comme ça un intellectuel. Ferdinand. Moi, je vais rebondir pour juste dire que, d'abord, le personnage, moi, ne m'a jamais rassuré. Et je me suis toujours posé des questions sur le rôle qu'il joue vraiment. Oui, parce que je ne conteste pas ses compétences, je viens de le dire, il est compétent, il est un économiste brillant, mais cette démarche ne m'a jamais rassuré. D'abord, on ne peut pas se mettre dans une position de dénoncer le CFA et aller travailler chez les Français. Ça, pour moi, ça a été toujours ambigu. C'est-à-dire qu'il travaille à la francophonie, il n'a même pas un très grand poste, il a un poste, je ne sais pas quoi, d'économie numérique. Et pour un professeur agrégé, je me suis dit qu'il n'a jamais valorisé sa place. Et pour moi, la langue française est plus dangereuse que le franc CFA. Je le dis, je l'assume. Parce que quand quelqu'un t'impose sa langue, c'est qu'il t'enlève ta culture. Absolument. Il t'enlève tout ce que tu as d'original. Mais lui, il va travailler chez les Français pour propager la langue française dans le monde. Ça veut dire que dans sa démarche, il y a une ambiguïté. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est son discours sur le CFA. Contrairement aux autres, nous, pourquoi on ne dit pas qu'il faut sortir du CFA? Non. Il dit qu'il faut revoir les termes. Il faut bien suivre ses discours. Il dit qu'il faut revoir les termes de manière à ce que la gestion de la monnaie soit profitable à l'Afrique. Ça veut dire que cette monnaie peut être toujours sous l'emprise de la France. Attention, il faut bien lire ces discours. Contrairement aux Kémy Séba et aux Agbou, eux qui disent qu'il faut sortir carrément du CFA. Bon, maintenant, sur le problème du CFA, moi je dis une chose. J'ai parlé tout à l'heure de fanatiser les jeunes. Il faut faire extrêmement attention. Je dis, nous sommes tous d'accord pour sortir du CFA. Mais on ne sortira pas du CFA pour aller dans le vide. Si demain matin, on nous dit la CEDEAO va créer une monnaie commune ou l'UEMOA va créer une monnaie commune parce qu'il y aura les mécanismes pour contrôler cette monnaie, je suis d'accord qu'on sorte immédiatement du CFA. Mais s'il faut qu'on sorte pour que chaque pays reste dans sa maison, les gens coupent les monnaies et mettent leurs copines à la banque centrale et mettent leurs photos, comme moi j'ai vu ça en Gambie, et vous trouvez l'argent, vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir faire avec l'argent. Je dis, il faut faire extrêmement attention. Merci beaucoup, Ferdinand. Et donc, il y a des pays aujourd'hui, attendez, il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui sont même des pays francophones, qui n'utilisent pas le CFA mais qui ne sont pas développés. La Guinée qui est une catastrophe en Afrique de l'Ouest. Donc il faut faire vraiment attention. Je dis ceci parce que ceux qui tiennent le discours sur le CFA en disant que c'est le CFA seulement qui appauvrit l'Afrique, ces gens-là dédouanent la gestion de nos dirigeants. C'est pour dire que nos dirigeants ne sont responsables à rien. Je veux bien voir M. Kakou Mboupo faire des tribunes sur la corruption, faire des tribunes sur les choix hasardeux que nous avons dans nos pays, faire des tribunes par exemple sur l'argent qui a disparu sur la route Lomé-Vogan, faire des tribunes sur l'évasion fiscale au lieu de nous dire que tout notre malheur vient du CFA. Merci beaucoup Ferdinand. Fabrice Ogiezi. Oui, pour aller pratiquement dans la même logique, c'est pour dire que l'intellectuel doit plus ou moins vivre un peu ce qu'il dit. Et généralement, quand vous prenez Kakou Mboupo, effectivement, on a l'impression qu'il ne vit pas ce qu'il professe comme idéologie. Et cette critique me rappelle un peu celle qu'on faisait à Léopold Sédar Senghor avec la négritude. C'est ça. C'est-à-dire, vous chantez, voilà, la peau noire, tout de suite, tout cela. Mais bon, après, on épouse une femme blanche, et puis bon, finalement, on abandonne sa nationalité togolaise et sénégalaise. On devient français pour entrer à l'académie. Bon, française, oui, en plus. Ouais. Ça, c'est pour cela, je dis, il y a deux types d'intellectuels. Il y en a, c'est vrai qu'on sait on sent qu'ils sont brillants. C'est-à-dire, ils donnent de la voix, c'est comme on dit, il faut un peu boucher la bouche qui parle. C'est-à-dire, on lui met quelque chose dans la bouche et il se tait.
Et quand vous prenez un peu la logique de Kakoulou, on a l'impression que c'est ça. Je dis, tant que vous parlez, vous faites des calculs par rapport à votre carrière, vous ne pouvez pas être un libre penseur. Et c'est valable pour tous les domaines pratiquement. Même aujourd'hui, oui, même en journalisme. Quand nous parlons librement ici, oui. On est libre, on parle parce qu'on a... On ne doit pas rien. On n'attend rien. On n'attend pas de donne l'argent. Et vous allez voir, je vais vous donner par exemple. Je vous donne l'exemple du ministre Robert Doucet. Oui. C'est quelqu'un aussi, bon, à l'époque, quand il était un peu hors du gouvernement avec ses livres qui sortaient et tout cela. Malade de ces hommes. Oui, mais depuis qu'il est au gouvernement, il l'a plus ou moins bouclé. Il va boucler. Il l'a bouclé. C'est en cela. C'est pour cela que je dis, oui, maintenant, quand on me dit que, j'ai donné des exemples ici, on dit qu'ils ont des colorations politiques. Pourquoi nos intellectuels ne prennent pas sur eux cette responsabilité? C'est vrai qu'il y a des postes qui attendent des gens, mais aussi il faut dire aussi que nous avons au Togo une opinion qui ne favorise pas les intellectuels. C'est-à-dire, il suffit une opinion que rapidement vous tapez. Oui, on vous classe. C'est un peu... Aujourd'hui, il y a plein d'intellectuels qui n'aiment pas prendre la parole à cause de ça. C'est-à-dire... le dessus, il fait la part des choses. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des intellectuels aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes intellectuel que vous pouvez... qu'un régime peut poser un acte que vous pouvez trouver bien ou faux. Mais nous avons une opinion aujourd'hui. Le jour où vous trouvez que ce régime fait faux, on va dire que vous bossez pour l'opposition. Et le jour où vous allez dire le contraire, on va dire que vous avez changé. Et quand je prends l'exemple sur le plan juridique, la question, le débat sur la rétroactivité de la loi. Mais quand le débat s'est posé, on a vu beaucoup d'intellectuels reculer. C'est-à-dire, en off, il vous dit des choses, mais il dit qu'il ne peut pas assumer cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus les politiciens parler, mais les intellectuels... Les intellectuels au Togo, je pense qu'ils sont pratiquement inexistants. Ils sont là, on a des... Écoute, nous avons des universitaires. On a des universitaires, mais ils sont divisés en des camps. Excusez-moi, par exemple, quand Fabrice parlait par exemple de la rétroactivité de la loi, mais les juristes, on en a plein. Des professeurs en droit, on en a plein. Agrégés. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils ne veulent pas dire la chose telle qu'elle est écrite. Parce que, soit ils disent, ils arrangent un camp de politique, parce que quand ils diront la vérité, on dira, ah ben voilà, ils sont acquis pour tel parti. Quand ils vont dire... On dira que non, ils le disent parce qu'ils sont de ce camp. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Quand tu as parlé des APEDO. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait des zigzags. Quand je dis des zigzags, ça dit quand quelque chose est blanc, il dit. Quand ça arrange un autre camp, il assume. Demain, quand ça ne va pas dans l'autre camp, il sort, il dit. Le jour-là, quand il dira tout, les gens diront que non, au fait, lui... Il est correct, quand c'est bon, il dit. On ne le comprend pas. C'est ce que les gens vont dire. On le comprendra quand il est passé. Je vais te demander comment. S'il y a des intellectuels qui doivent désormais intervenir en tenant compte de que dira l'opinion, ce qu'on n'a pas d'intellectuels, ils doivent être capables d'aller au-delà des considérations. Ils ne le font pas, malheureusement. Alors là, l'intellectuel, c'est au fait quelqu'un qui éclaire la lanterne. C'est quelqu'un qui vient pour éclairer l'opinion. Quand il y a des débats de haut niveau et que quand lui prend la parole et qu'il dit, ce n'est pas autant une parole d'évangile. Et notre intellectuel de haut niveau va taper ça. Pas taper forcément, mais prendre le contre-pied en faisant une autre démonstration. C'est de là que jaillit la lumière. Mais quand on est là, on veut tous qu'on regarde dans le même sens. Ça marche pas. Parce que quand on attend un poste, ça ne marche pas. On ne joue pas à l'intellectuel comme ça. Ils sont combien à publier des tribunes? Non, presque pas. Ils sont combien? Ils sont combien quand tu les invites à des plateaux, ils viennent pas. Ils viennent demander interview, même ils ne veulent pas. C'est pour dire que, c'est pour ça que je dis que nous avons la presse ici. C'est pour ça que la presse doit être décorée et saluée dans ce pays. Les journalistes que nous sommes, on fait, c'est pas pour nous jeter des fleurs, on fait un travail formidable. On a de la liberté, on est libre d'esprit. Mais nous, on veut que le pays soit bien. On va aller sur le terrain. Moi qui raffole un peu des livres, quand tu vas à Dakar, tu vas à Abidjan, même à Ouaga,
chaque fois il y a des publications, des publications sur des thématiques. Au Cameroun, surtout les conférences. Il y a des publications. Mais au Togo, quand tu prends toute l'année, il y a à peine 2 ou 3 livres qu'on édite dans le pays. Ça pose quand même un problème. Non, mais ça sort quand même. Peut-être qu'on ne va pas l'information. Moi, j'achète les livres. Moi, je suis tout le temps dans les librairies. Edem Kodjo, par exemple, il publie. Donc, ça pose un problème. Donc, il y a un dessèchement intellectuel du pays. Et ça pose un problème. Alors que les thématiques sont là. Même il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec la politique, les problèmes de société, les problèmes sociales, qui ont des problèmes. Aujourd'hui, on doit se prononcer. Tu vois? Donc, quand tu vas en France, par exemple, et quand tu fais un tour à la FNAC, tu as les livres des politiques et tu as les livres des intellectuels. Parce que les politiques aussi écrivent les livres. Et tu as les livres des intellectuels. Et ici, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien. Et donc, à un moment donné, on se pose des questions. Voilà. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on avance sur un terrain politique, justement, mais juste un mot sur l'économie. Abi Alpha, j'ai voulu vous interroger sur un sujet. Ces derniers temps, il y a le président de l'association Veille économique qui écrit très souvent, maintenant sur sa page Facebook. Vous avez choisi d'écrire sur le crime économique au Togo et chez les voisins. Vous parlez de l'hémorragie qui continue ou l'hémorragie continue d'une économie en berne. À quoi faites-vous allusion concrètement? Nous avons pris 3 pays, le Togo, le Bénin et le Ghana. Nous avons jumelé le Ghana et le Bénin. Nous avons fait une étude comparative, une enquête comparative par rapport au Togo. Oui. Nous sommes partis des faits bien concrets qui sont vérifiables. Je donne un petit exemple. Quand on va au Ghana à côté, l'actuel président est là seulement depuis janvier. À peine il est arrivé quelques mois, il a mis hors de circuit 26 000 agents de l'État. Parce qu'ils sont censés être de faux fonctionnaires, c'est-à-dire des fonctionnaires fictifs. 26 000. Et ça fait économiser plus de 100 millions d'euros par an à la République. C'est un exemple. Oui. Au même moment, quand on revient au Togo, le dernier recensement dans la fonction publique remonte de 2011 avec le ministre pas Nifisao, l'autre, l'actuel Soli Tokiso. C'est lui qui a fait le deuxième recensement. Le premier était fait avec Nissao Nyofam. Il a fait le recensement, il n'a pas pu publier les résultats. C'est dans la foulée qu'on l'a sauté de ce ministère. Et puis il se retrouve actuellement là où vous savez. Donc il y a déjà eu 2 recensements chez nous ici. Aucun des 2 n'a donné un résultat. Et Dieu est témoin que il y a plein de fonctionnaires fictifs. Moi, je connais ce cas actuellement où il y a aussi bien côté militaire que civil des agents qui, jusqu'à l'heure où on se parle, continuent pas à prendre 2 à 3 salaires. 300 000, 400 000, 200 000. Dans l'administration publique. Oui, bien qu'ils sont déjà là. Dénoncez-les, non? Attendez que je vienne, mais avant de publier un dossier, tu dois prendre tous les contours d'abord. Oui. Vous comprenez? D'accord. Quand ils prennent ça maintenant, ils partagent avec les gens qui les couvrent dans le circuit. C'est une société de l'État, ça se passe actuellement. Si l'affaire est à notre niveau, c'est parce qu'actuellement, ils n'ont plus l'argent à un moment donné pour se partager un problème et c'est venu à notre niveau. D'ici peu, vous allez lire ça. Donc, quand il y a une république comme ça où c'est plein de fonctionnaires fictifs, on nous parle de ne sais pas, c'est encore milliers d'agents de l'État, c'est encore combien de milliers d'agents de l'État. L'État ne peut pas dire combien sont pourquoi comprendre les dispositions, ça fait problème. Le second aspect, retournant toujours au Ghana, nous avons vu il y a quelques mois, on a parlé d'un journaliste très célèbre, sauf que lui, il a eu l'avantage que nous, on n'a pas ici. Il est en même temps avocat et journaliste. Il s'appelle Anas Arimiao. Non, les Arimiao ont toujours été excellents. Il s'appelle Anas Arimiao. Fort de sa casquette d'avocat et de journaliste, il a fait une enquête formidable. 500 heures d'enregistrement audio, vidéo, et il a publié dans son magazine. Ça a mis hors de circuit, c'est-à-dire 22 juges. On a mis en cause 34 juges, et après enquête, c'est établi qu'il y a eu corruption active de 22, ils sont mis hors circuit du côté du Ghana. Actuellement, à la dernière fois, vous étiez témoin ici du fait, la dernière fois que l'autre confrère Focus nous publiait qu'il y a, je crois, 30 combien de Togolais qui ont confiance à la justice togolaise. Quand tu vas un peu du côté du Bénin, je crois que les camarades vont rebondir. À chaque fois quand tu vas au tribunal, tu vois des agents de l'État qui sont trimballés. Au Bénin. Au Bénin. Oui. Des agents de l'État. Il y a le scandale du siège du Parlement de Porto Nouveau
qui a mis un ministre, un responsable de TP là-bas en prison avec toute son équipe. Il y a le scandale de 4 millions d'euros de la Hollande qui a été détourné par le ministre de l'énergie, qui l'a fait démissionner. Il y a le scandale de 5 millions détournés dans une mairie. Le monsieur est incarcéré, il a remboursé, mais c'est plein d'exemples quand tu vas dans les pays voisins où on poursuit les gens parce qu'ils ont mis l'argent sur les biens de l'État. Quand vous allez dans les réalités, vous fourrez un peu votre nez dans le quotidien de ce qui se passe dans ces pays-là. Tu te dis, mais on est où par rapport au scandale qui ronfle ici? Vous vous rappelez au moment où l'autre est arrivé, et moi j'ai publié un dossier où on parlait de fraude informatique à la douane, notamment au port du douane. Vous n'êtes pas à savoir que le port la douane du port, elle seule fournit les 80% des recettes douanières de ce pays. Et qu'on dise que pendant des années, il y a une fraude informatique là-bas, ça fait problème. Beaucoup de centaines de millions sont passés. À l'époque, Abli Bidamon était directeur. C'est dans ces conditions qu'il a quitté, c'est dans ces conditions que l'auteur arrivait. On a pris quelques agents là-bas, on les a mis en prison. Depuis l'affaire là, ça se trouve où? C'est le même Abli Bidamon qui est revenu. Quand tu regardes tous ceux qui sont des criminels de l'économie, c'est eux qui reviennent après le recyclage. Et ça fait problème quand tu compares nos réalités aux réalités des autres pays. Et comme vous l'avez écrit dans votre journal hier, la tradition au Bénin avec la reddition des comptes, Togo, ange en enfer et Satan au paradis, et puis seule la transparence à vos yeux dans les comptes publics peut faire le miracle. Maintenant. Non, je crois que l'article d'Abi Alpha mérite d'être félicité. Et il permet quand même au Togo de prendre de la hauteur et d'essayer de coopter ce qui se fait ailleurs en bon. Tout le temps, quand nous disons, les gens tentent de nous dire de ne pas faire des comparaisons. Mais il faut faire les comparaisons puisque le Bénin, dont il a évoqué le cas, et le Ghana sont quand même voisins au Togo. En quelques heures, je me retrouve à Cotonou où je vis la vie comme si j'étais à Lomé. Les Béninois rallient aisément Lomé, les Ghanéens autant. Et donc moi, je crois que le problème qu'Abi a relevé repose la question de l'auto-saisine du gouvernement. Vous savez, de la justice. Parce qu'on a mis des gens à des postes. Moi, j'apprécie toujours le travail qui se fait à tous les niveaux au Togo. Mais quelque part, ce point-là me reste quand même flou. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce que le procureur fait quand les journalistes viennent. Parce que dans tous les pays, quand la presse, j'ai dit ici, c'est vendredi passé. Il y a un cas en France où le procureur de Brest tout à fait a ouvert une enquête. Oui, je ne comprends pas. Quand nous venons dénoncer des trucs, on ne dit rien, on ne fait rien. Et ce que vous venez dénoncer, parfois vous appelez au téléphone pour vous dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'y a rien. Mais dans quelle république? Ou bien le Togo, on veut faire un autre modèle de fonctionnement d'une nation, je ne sais pas. Parce que de gouvernement, moi je ne sais pas. Alors on a qualifié. J'attire l'attention du procureur de la République. Le jour qu'il commencera par interpeller les gens, que les journalistes vont dénoncer, vous allez voir que le Togo change. Ne serait-ce que ouvrir des enquêtes préliminaires. Ouvrir des enquêtes. Nous faisons tout le temps. J'ai fait plus de 20 dossiers sur la société. C'est un exemple que je donne. Mais on n'a rien fait. Et les gens vous appellent pour vous dire continuez parce que nous, ça ne nous dit rien. Dans quel pays nous pouvons être? Merci beaucoup, Eric, moi, je vais juste, par rapport à cette histoire d'économie, de corruption comme ça, faire une remarque. Et sur laquelle, sans doute, je vais revenir dans un écrit parce que je sais de quoi je parle. Le Togo, quand tu prends les États de la CEDEAO, et de l'UMOA, je veux dire, est le seul pays où celui qui gère les affaires de l'État, ministre ou directeur général, est milliardaire, et l'opérateur économique ne l'est pas. Non, mais quand tu vois le milliardaire, quand tu vois le milliardaire dans les pays de l'UMOA, prenons le cas, le voisin le plus proche, le Bénin ou le Ghana, c'est des hommes d'affaires, qui sont d'abord les milliardaires. Oui. On a vu Patrice Talon qui était milliardaire. Je viens, voilà, merci. Mais au Togo, souvent, tu es d'accord avec moi, les riches, c'est les ministres, c'est les DG. Ça n'existe sur aucune planète. Ça n'existe nulle part. Et les gens continuent pas à le faire comme ça, tout simplement parce que quoi? Parce que justement, il y a cette impunité que dénonce Harim Yahou. Parce qu'on ne punit pas. Parce que le sommet de l'État, fort ne tape pas du poing sur la table. La justice, oui, la justice ne fait pas son boulot. Les collaborateurs du président ou ceux qu'il a nommé dans le gouvernement, quand tu les écoutes, ils se disent, ah, il ne réagit pas. Oh non, de toute façon, vous pouvez tout dire, le président est lent dans ses prises de décision, ça peut prendre 10 ans, moi le temps là, je suis parti. Tu prends quelqu'un comme une femme,
au TP. Un ministre comme ça mérite encore sa place de toi à moi. Tout le monde sait que ce monsieur est dans la corruption, pieds et mains liés jusqu'à la tête. On sait que ce ministre, dans son propre cabinet, tout le monde en parle. Ah bon? Dans sa maison même, on en parle. Oh, mais attendez, je sais de quoi je parle. Ah bon? Mais un ministre, devant moi, un ministre lui a dit, ah, le milliardaire de la République, devant moi, un ministre. Comment est-ce qu'il a réagi? Il a dit, oh non, et le ministre lui a dit, tu veux que je parle? Et il a dit non, et il s'est mis à côté. J'ai dit à une réception, je sais de quoi je parle. Parce qu'un ministre comme ça dit quoi? Je suis là, je n'ai peur de personne. Et comme me l'a encore confié récemment quelqu'un, lui-même a dit, le chef de l'État a un doigt dans ma bouche. Un ministre qui parle comme ça, il s'en fout de tout le monde. Un doigt dans ma bouche, il veut dire quoi par là? Cette phrase, il n'a qu'à aller l'expliquer. D'accord, très bien. Mais en même temps, comme Tenao l'a dit tout à l'heure, le procureur de la République, il peut jouer aussi un rôle dans ce scandale que vous relevez tout le temps. Écoutez, le procureur ne peut rien. Il peut rien juste parce que le système de fonctionnement du pays est tel que c'est une seule personne qui décide. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les gens ne veulent pas dire la vérité? Quand on parle des ministres, on parle des femmes, tout ça, ils sont sous l'autorité de qui? Ils sont sous l'autorité d'un président de la République. Si le président ils font des gris-gris aussi, n'oublie pas. Il y en a en Afrique. Moi, cette histoire de gris-gris là, tout ça, moi, c'est accessoire. C'est-à-dire qu'on est dans une république où soit, c'est deux hypothèses, où soit celui qui gère le pays, il n'a pas les coups de franche pour pouvoir nettoyer son entourage, ou lui-même, il participe au festin. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous ne pouvez pas frapper, si vous ne pouvez pas frapper dans le tas, c'est que vous-même vous êtes mouillé. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne des exemples. Par exemple, la route Lomé-Vaugan. On a parlé de femme tout à l'heure. Cette histoire est restée jusqu'à ce jour. Plus grave. Le Premier ministre est allé lancer les travaux, relancer les travaux. Ça là, il faut même que les journalistes reviennent dessus. Le Premier ministre a les caméras, il a porté sa veste, il est allé là-bas. Il dit oui, maintenant c'est bon, on recommence pour 2 ans. Et que même demain matin, les travaux vont commencer. Les Chinois sont partis. Pendant qu'il disait ça, son ministre à l'Assemblée disait que le Togo n'a pas de contrat avec les Chinois pour cette route. Les Chinois ont mené les engins, ils sont repartis. Aujourd'hui, on n'a aucune assurance que dans les 3 ans qui viennent, cette route sera faite. Parce que le FMI interdit désormais au Togo de faire tout prêt concessionnel. La Banque africaine de développement vient de le dire dans leur assemblée générale en Inde. Donc on ne pourra plus faire de prêt. Et au même où sont passés tous les sous? Quand on vous dit qu'en 2013, le Togo a dépensé 95 milliards, le double du budget de l'armée, pour acheter du matériel d'écoute en Israël. En 2013. C'est un article qui est publié sur RFI en avril, ce mois-ci. Écrit par une consoeur, une consoeur, Sabine Sessou, de RFI. Parce qu'elle voulait faire un dossier sur le sommet Israël-Afrique. Et elle se rend compte que dans les chiffres, on dit que le Togo est le 2e pays qui fait le commerce avec Israël après l'Afrique du Sud. Elle est étonnée, elle dit mais le Togo vend quoi en Israël pour être le 2e en Afrique? Il n'y a pas Attends, il n'y a pas le Nigeria, il n'y a pas le Ghana, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Alors, elle appelle l'Institut israélien qui a donné les chiffres. Et c'est là-bas qu'on le dit qu'en 2013, le Togo a acheté pour 95 milliards de matériel d'écoute en Israël. C'est ça qui a fait que le Togo a bondi. Cet argent, ça fait le double du budget de l'armée. Où est-ce qu'on l'a pris? Et les soldats, même qui sont dans les camps aujourd'hui, leur situation n'est pas améliorée. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de statut. On les envoie en mission, ils reviennent, les chefs bouffent l'argent. 95 milliards, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? On n'a pas construit un hôpital, on n'a pas construit un marché qui est brûlé alors qu'on a besoin de 15 milliards pour construire un marché. Mais on prend ça pour acheter du matériel d'écoute, pour surveiller les Togolais, pour le bonheur d'un seul individu. Comment est-ce qu'on a payé cet argent? C'est pas les forces. Ça veut dire que les renseignements c'est aussi important pour la sécurité de l'État. Non, bon, je crois que... Oui, non, attendez. Fabrice maintenant. Oui, bon, je crois que, bon, généralement, dans la gestion d'un pays, il faut avoir des priorités, on est d'accord. Mais bon, qu'on dépense de l'argent par ici pour ceci ou cela, je crois que les questions de sécurité, maintenant, ça n'a pas de prix parce que c'est transversal pour toutes les activités. Et si le Togo a dépensé des milliards peut-être pour des renseignements, bon, est-ce qu'on estimait qu'à cette époque-là, bon, ça valait le coup? Bon, il revient peut-être au gouvernement de s'expliquer. Bon, aussi faut-il qu'on s'assure des faits. Maintenant, pour ce qui concerne la corruption, je crois que ça, c'est une réalité, nous ne la conteste. Hein, et aujourd'hui, le reproche qu'on a toujours fait à Fort, est-ce que c'est de ne pas vite agir ou même pas du tout agir, parce que
c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont... Quand on prend la route Lomé-Vaugan, il va falloir vraiment situer clairement les responsabilités à ce niveau. Parce que il y a aujourd'hui des confrères qui sont devant la justice par rapport à cela. Oui, et ça crève, ça crève trop les yeux. Quand vous prenez la route là aujourd'hui, elle devient dangereuse. Et puis bon, je profite de l'occasion peut-être pour dire également à la mairie, même si on ne finit pas les routes, au moins il faut remettre les feux de signalisation au carrefour. Comment on l'appelle? À Novici, parce que là-bas aussi, c'est une route très utilisée. Généralement, à des heures de pointe, c'est la jungle. On passe comme on veut, c'est dangereux. Et donc, je crois que si on ne peut pas finir la route, au moins remettez les feux de signalisation qui à leur place en attendant. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut qu'on nous donne des exemples. C'est-à-dire, il faut sévir. Il ne faut pas se limiter à la dénonciation de la corruption. Il faut sévir. Peut-être qu'on est là ici à accuser des gens qui n'en sont pas. Il y a une commission qui a été mise en place maintenant. Hein, oui, non, mais la commission, là, je ne fais pas. Ils n'ont même pas les moyens. Ils n'ont même pas les moyens. C'est de la comédie. Parce qu'il a besoin d'une commission anticorruption pour attraper les gens qui sont en train de... Parce que d'abord, sa composition, oui, parce que sa composition même... moi j'ai des réserves par rapport à cela, parce qu'on ne peut pas prendre des fonctionnaires qui ont quitté des chefs qui sont impliqués dans des corruptions pour en faire une commission et après on va encore demander de l'argent pour pouvoir agir. C'est une commission où il fallait retrouver même avoir des journalistes privés dans cette commission et autres, tout ça là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas, mais on sait que le chef de l'État c'est l'homme le plus informé du pays. Ça c'est clair. Alors donc il faudra à un moment donné donner des exemples. Moi je me dis peut-être qu'à un moment donné on s'est dit que s'il fallait balayer, on risque de balayer tout le monde. Mais je crois qu'on a donné quand même l'occasion aux gens de se repentir et maintenant on est arrivé à une situation où il faut vraiment poser des actes. Pour plus de paroles. Plus de paroles, il faut poser des actes pour que les éventuels candidats à ces basses besognes puissent également réfléchir par deux fois lorsque l'occasion se permettra. Alors, je voudrais qu'on aborde notre sujet rapidement avant de rendre l'antenne, c'est lié donc à la politique et ce qu'on a vu depuis hier avec certains jeunes se réclamant de l'ANC qui disent qu'ils quittent l'ANC pour retourner dans leur ancien parti Union des Forces de Changement. Est-ce que ce n'est pas bizarre tout ça, Tchanawa Miao? Bon, mais pour qui est togolais, ça ne doit pas être bizarre. Ces dissidences-là dataient du temps du vieux Yadema, où on avait vu beaucoup de jeunes de partis de l'opposition qui, à une époque donnée, passaient par des motions, par des conférences de presse pour rallier le parti RPT, le feu Yadema. Bon, ce qui peut friser du bizarre, c'est le fait que c'est maintenant des jeunes de l'opposition qui quittent un autre parti de l'opposition pour rallier un ancien parti auquel ils disent appartenir par le passé. Donc, ça veut dire que ce qui s'était passé entre l'UFC et qui a connu quand même des dissidences en son sein. Parce qu'entre-temps, l'UFC avait eu des problèmes avec l'accord des Braves. Il y avait une partie de l'UFC qui a rallié l'ANC que Fabre avait créé à l'époque et qui a emporté peut-être un bon noyau de la jeunesse de ce parti qui était l'UFC pour renforcer l'ANC qui est né. Vous allez voir que juste quelques mois après la création de l'ANC est aujourd'hui la deuxième force par rapport aux législatives que nous avions connues. Donc ça veut dire qu'à une époque donnée, il y avait quand même beaucoup de jeunes que Fabre a pu drainer avec lui. Bon, maintenant, ceux qui sont sortis hier, nous allons avoir un peu de temps pour voir quelle est l'idée qu'ils ont derrière et quelle est l'idéologie et qu'est-ce qu'ils veulent concrètement faire. Pour l'heure, ils ont dit avoir été trompés, avoir commis des erreurs et qu'ils ont suivi le côté où ce n'était pas bien et qu'ils rallient, ils reviennent à la maison. C'est comme vous avez votre enfant, prodige, hein? Voilà, un enfant prodige qui dit, bon, maintenant je reconnais la route de ma maison, il revient chez lui. Ben, sauf qu'il n'avait pas besoin d'une conférence de presse pour ça. Revenez à la maison. Non, en politique, il faut matérialiser ce qu'on fait. Je crois que nous sommes en fin de saison. Hein. Nous sommes en fin de saison sur le plan footballistique. C'est le mercato politique qui a commencé. Ah oui? C'est des gens qui se sont peut-être organisés pour soutirer quelques billets à J-Christ Olympio. Au fond, je les connais tous quand je les vois. Ils n'étaient pas des gens qui sont partis à l'ANC. Il y avait certains qui ont suivi Gilbert Achou, il y avait d'autres qui ont suivi... au niveau du NDP? Oui, il y avait certains qui ont suivi Dossier Agneron. Au niveau du NI? Voilà. Eux-mêmes, ils le disent. Ils ne disent pas qu'ils
L'ANC dit retourne à la maison. Ils n'ont même pas. Donc, ils n'ont même pas dit d'où ils viennent. Donc ils disent retourne à la maison. Et donc je crois que c'est une opération pour tirer quelques petits billets de banque aux vieux là. Et puis bon voilà quoi. C'est des gens qui voulaient faire le week-end de Pentecôte. Bon voilà. S'il vous plaît. Par rapport à ce sujet très spécial là, il y a certaines choses qu'on n'a pas envie, on n'a pas besoin d'exprimer. Je ne sais pas si c'est un adage, mais c'est un cas de figure qui dit, je commence par le Côte-Collé, excusez-moi, on dit Njansodo et Venewanawe. Ça veut dire que l'aveugle, le non-voyant, est fier d'avoir fait une nuit tranquille. Au réveil, il a vu quoi? Tu comprends, non? On est content que j'ai bien dormi, maintenant tu vois quoi? Maintenant, ce parti-là qui est fier d'avoir reçu de nouveaux adhérents, ça change quoi? Ça change quoi? Donc, non, pour du vrai, c'est de la comédie. Je crois que ces genres de trucs doivent cesser. Dans nos pays. Ou bien on est sérieux. Ouais. Ces genres de trucs doivent cesser parce que on a vu ces genres de trucs au temps des Adema, avec à l'époque, il y a quelques années, il y a des années de cela, on doit sortir de là, on est dans une époque de lumière. Il faut que des jeunes comme ça arrêtent de clochardiser de la jeunesse, quoi. Des jeunes sont devant la télé, qu'ils arrêtent ça. Parce que c'est honteux ce qu'ils font, ça n'a aucun sens. S'ils ont besoin de retourner dans leur maison, ils retournent tranquillement sans faire du bruit. Et ça, et puis de toute façon, personne ne les connaît. Ils sortent de l'homme, ils n'ont aucune identité concrète. Et on nous dit on retourne à la maison. Pourquoi faire? Pour soutirer un peu de l'argent à Jésus-Christ Olympio. J'espère que le vieux, je suis convaincu que c'est ce que je te disais à Nof, que sûrement qu'il y a des gens au sein du parti qui ont bénéficié des postes, qui veulent faire croire aux vieux qu'ils sont en train de travailler pour ramener. Et voilà. Voilà, pour ramener les jeunes. Juste, on veut faire un peu de la comédie à Gilchrist Olympio. Et c'est ce qui a été fait. Ça a réussi, malheureusement, mais je sais pas. Fabrice Petit. Oui, ben, je crois qu'il doit tirer une leçon. On lui a fait croire à cela également à la veille des législatives. On lui a dit que l'UFC est encore présent sur le terrain et qu'il devait gagner. Mais bon, après, il s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ça. Mais il faut dire que l'UFC, c'est quand même un parti qui nous a fait voir de toutes les couleurs au niveau du Togo. C'est le parti où on exclut les militants. C'est-à-dire, alors que d'autres partis cherchent des militants, eux, ils sortent des décisions pour exclure des militants. Et puis c'est toujours dans ce même parti également où vous allez voir pratiquement des gens ne jurent que par une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, quand vous les prenez, ils disent qu'eux, ils sont là parce que Gilchrist est là. Il n'y a aucune organisation pour la survie du parti si un jour Gilchrist est Olympio. Donc, bon, bref, il faut dire qu'aujourd'hui à l'UFC, c'est beaucoup plus les intérêts que la conviction politique. Et puis il y a aussi des gens qui sont restés solidaires à Gilchrist Olympio pour de simples raisons qu'ils doivent quelque chose à cet homme-là également qui a beaucoup apporté à des gens dans leur vie. Donc ce coup-là, moi je crois que c'est un coup marketing médiatique, mais bon. Qui n'a pas réussi ou qui a réussi? Non, mais qu'est-ce que ça va donner? Bon, mais ce qui est sûr, oui, c'est que ça a été relayé par les médias, parce que tout ce qu'on sait au sein de l'UFC et des partis de l'opposition, c'est généralement des gens qui n'ont pas de moyens. On sait que bon, il faut avoir des moyens pour aller chercher les médias pour venir couvrir. Et c'était l'apanage du pouvoir. Alors si aujourd'hui les gens ont des moyens pour louer des salles, pour dire qu'ils reviennent. Faut des banderoles. Bon, c'est que quelque part... ils ont le moyen. Ils ont le moyen. Mais c'est quelqu'un parlait tout à l'heure de la moralisation de la vie. Je crois qu'il faut... C'est un souci qu'on a au niveau du Togo, où les gens donnent l'impression... Les gens ne sont pas vraiment convaincus. Ils donnent l'impression d'appartenir à des partis alors qu'ils n'appartiennent pas vraiment à ces partis-là. Et ce qui fait que lorsque les élections arrivent, c'est toujours déjoué. Il y a même des partis qui ont même des militants dans des bureaux de vote où parfois ils ont 0 voix et tout cela. Je crois que c'est un peu... C'est un vrai problème. Ouais, c'est un problème de moralité qu'il faut régler. Juste un mot, on a 30 secondes. C'est pour dire que les uns les autres ont dit leur idée à ce sujet, mais je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on perde de vue qu'en politique, on ne peut pas juger les gens sans qu'on ait quand même atteint le bout du tunnel. Et vous savez, quand ces gens-là sont sortis, ils ont dit le 10, ils vont entamer des activités. Il faut lire leur communiqué. Donc, attendons de voir la portée de ce qu'ils vont faire pour porter un jugement. On ne peut pas tout à l'heure aller en besogne en tirant. C'est une sortie. Moi, je ne suis pas en train de cautionner ce qui a été fait, mais en politique, puisque vous avez dit que l'UFC, comme tous les autres partis de l'opposition, on nous sert des théâtres. Au moment où les gens avaient quitté le car pour aller créer leur parti, pourquoi on n'avait pas banalisé? Donc attendons de voir ce que ça va porter. Aujourd'hui, tout le monde est en train de comprendre que, bon,
ceux qui ont quitté le quart et le quart qui existe, on est en train de balancer. Le temps viendra où on va jauger pour voir entre ceux qui ont quitté et ceux qui sont restés. Merci beaucoup. Et de la même façon, entre les jeunes qui quittent l'ANC pour revenir à l'UFC, qui va faire quelque chose de positif. Monsieur, attendons de voir. Merci beaucoup Tchanyao Arimiaou, vous êtes le patron du journal La Nouvelle Opinion. Merci Loïc Lawson, flambeau des démocrates, Ferdinand Haïté, l'alternative, Abou Petezi, le libéral, et Abi Alpha, le journal Le Rendez-vous. Et puis, bon week-end de Pentecôte, le week-end est un peu long. Lundi est encore férié. Ouais, lundi est encore férié. Et donc, on se retrouvera mardi pour une nouvelle aventure sur la radio. Merci à vous, merci aux amis et à bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.